Le 13 février 2024, dans une garderie paisible de Binningen en Suisse, 2 fillettes attendent leur maman. Les minutes s'étirent, puis les heures. Kristina Joksimovic ne vient pas. Pourtant, elle n'a jamais manqué un seul rendez-vous. Ancienne finaliste de Miss Suisse et mannequin reconnue, Kristina est aussi une mère irréprochable. Son absence alarme immédiatement l'entourage. Quand les puéricultrices tentent de la joindre, aucune réponse. Le père de Kristina, alerté, récupère ses petites filles. Il se rend ensuite chez sa fille pour comprendre cette disparition inexplicable. Mais elle n'est pas là. Seul son époux, Mark Ribben, est présent. Il semble étonné mais affirme ignorer où se trouve sa femme. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Pourquoi cette mère exemplaire aurait-elle disparu sans prévenir âme qui vive ? Ce qui débute comme un simple retard dissimule en réalité un secret terrifiant. Sa révélation va plonger toute la Suisse dans l'effroi. La journée du 13 février 2024 avait débuté normalement dans cette garderie de Binningen, banlieue tranquille, près de Bâle. Mais à 17h30, quand les enfants partent un à un avec leurs parents, 2 sœurs de 3 et 4 ans restent seules à attendre. L'horloge tourne, leur mère ne se présente pas. Les puéricultrices tentent de la contacter. Leurs appels demeurent sans réponse. Cela n'était jamais arrivé auparavant avec Kristina Joksimovic, une femme de 38 ans, réputée pour sa ponctualité et son dévouement familial. Quand je dis réputée, il ne s'agit pas seulement de ses proches. Kristina est véritablement connue du public. Cette ancienne reine de beauté a été repérée à seulement 16 ans. Cette année-là, l'adolescente sportive d'origine serbe est abordée dans les rues de Bâle par un recruteur qui lui propose de participer à un concours de beauté. Elle accepte, sans imaginer que cette décision changera le cours de sa vie. En 2007, les habitants du pays découvrent cette jeune femme à la longue chevelure blonde, qui remporte le titre de Miss Suisse du Nord-Ouest. Elle atteint ensuite la finale du prestigieux concours national Miss Suisse. Même sans remporter le titre, Kristina connaît une belle carrière internationale dans le mannequinat. Elle participe à de nombreux défilés et fait la couverture de plusieurs magazines. Au-delà des projecteurs, elle développe un goût prononcé pour l'entrepreneuriat. Elle décide de se reconvertir tout en restant dans le même secteur pour que son expérience profite à d'autres. Après avoir quitté le mannequinat, elle s'installe à son compte et devient coach personnel sous le pseudonyme Catwalk Coach. Dans le cadre de son activité, elle enseigne à ses clients comment se comporter et marcher avec grâce et assurance en talons hauts. Elle transmet toutes les techniques permettant aux futurs mannequins de briller sur les podiums et de se faire remarquer dans l'industrie de la mode. Cependant, elle le précise elle-même, 60% de ses clientes sont des femmes ordinaires qui souhaitent simplement travailler leur posture. Beaucoup cherchent à surmonter leur insécurité lorsqu'elles portent des talons ou à renforcer leur confiance en elles. C'est après avoir fondé son entreprise qu'elle rencontre Mark Ribben. Elle tombe rapidement et profondément amoureuse. À première vue, cet homme d'affaires de 41 ans en 2021 a tout pour plaire. En plus d'être charmant, il vient d'une famille influente et a réussi professionnellement. Mark et Kristina se fiancent en décembre 2016. Ils se marient en août de l'année suivante. Aux yeux du monde, ils forment un couple en or. Beau, fortunés, ils vivent une histoire d'amour qui fait rêver. L'avenir leur sourit. En 2020 et 2021, à 17 mois d'intervalle, ils accueillent 2 adorables petites filles. Le tableau familial semble parfait. Le 21 août 2023, Kristina publie une photo sur Instagram, prise de dos. On y voit la silhouette de toute la famille sur une plage au coucher du soleil. En légende, on peut lire simplement « Mon monde » avec un emoji globe terrestre. Maintenant que vous connaissez Kristina et son contexte, revenons à ce mardi 13 février 2024, le jour où, contrairement à ses habitudes, elle ne vient pas chercher ses filles à la garderie. Pourquoi cette mère attentionnée laisserait-elle ses enfants attendre désespérément sans prévenir personne ? C'est la question que se pose le personnel, qui n'ayant pu joindre Kristina décide de téléphoner à son mari. Malheureusement, celui-ci ne répond pas non plus. Face à cette situation inhabituelle, les puéricultrices contactent les grands-parents maternels. Par chance, le père de Kristina décroche. Il est très étonné et inquiet d'apprendre qu'elle n'est pas venue récupérer ses filles. Il sait que cela ne lui ressemble absolument pas. L'affaire étant récente,
Son identité n'a pas été rendue publique. L'homme prend immédiatement le chemin de la garderie. Il récupère les enfants, puis se dirige vers la maison familiale pour les y ramener. Il est déterminé à comprendre ce qui s'est passé. Mais Christina ne s'y trouve pas. Il n'y a que son gendre Marc, qu'il salue avant de lui demander où est sa fille. Marc hausse les épaules et répond qu'il ne sait pas. Il ajoute que son épouse part comme ça de temps en temps. Cette réponse désinvolte, face à l'absence inexpliquée de Christina, frappe immédiatement son père. Il pense que tout cela n'a aucun sens. L'homme connaît assez bien sa fille pour savoir qu'elle n'aurait jamais laissé ses enfants poireauter à la garderie. Mais il y a plus troublant encore. Son gendre agit comme si absolument rien d'inhabituel ne se produisait. Il invite même ses beaux-parents à le rejoindre pour le dîner. La situation laisse le père de Christina perplexe. Néanmoins, il accepte l'invitation et quitte la maison pour aller chercher sa femme. Il lui raconte tout ce qui vient de se passer. Cette dernière pense la même chose que lui. Quelque chose ne tourne pas rond. Elle essaie de contacter les autorités pour signaler la disparition de leur fille. Malheureusement, on lui répond qu'étant donné qu'il s'agit d'une adulte, la police ne peut prendre son signalement en compte avant l'expiration d'un délai de 24 heures. Les parents de Christina, incapables de faire quoi que ce soit de plus, prennent donc le chemin de la maison. Ils espèrent peut-être soutirer quelques informations à Marc au cours du dîner. Peut-être que leur fille va simplement rentrer durant la soirée. Marc et Christina ont-ils des problèmes de couple dont il ne veut pas parler ? Les questions sans réponse sont nombreuses. Au fil des heures, les parents s'en posent de plus en plus. Christina ne se montre pas tandis que Marc conserve son calme olympien sans rien expliquer. Ce qu'ils ignorent à ce moment-là, c'est que sa curieuse attitude cache en réalité un secret dont l'horreur va ébranler la Suisse entière. Après avoir dîné et passé un moment dans leur salle de jeu, les deux petites filles sont à présent couchées. Pour les adultes, la soirée se poursuit dans une atmosphère de plus en plus pesante. Alors que Marc et ses beaux-parents se trouvent dans le salon, le père de Christina commence à être rongé par une inquiétude viscérale. Il décide d'inspecter discrètement quelques pièces. Il profite que le maître des lieux s'affaire en cuisine pour tenter d'en savoir plus. Il arpente les couloirs, ouvre les portes. Il traque le moindre indice qui pourrait expliquer l'absence de sa fille. Sa recherche le mène finalement à la buanderie située au sous-sol. Cette pièce adjacente à la salle de jeu des enfants semble au premier abord assez ordinaire. C'est un espace fonctionnel équipé d'un lave-linge, d'un sèche-linge et de quelques étagères pour les produits ménagers. Comme dans de nombreux foyers, c'est un endroit que l'on traverse rapidement. Mais ce soir-là, quelque chose à l'intérieur attire immédiatement son attention. Un détail lui saute littéralement aux yeux. Des sacs poubelles noirs sont entassés dans un coin. De l'un d'entre eux dépasse une mèche de cheveux blonds qui ressemble en tout point à ceux de Christina. Imaginez un instant cette scène. Vous cherchez des indices pour comprendre où votre fille a bien pu partir. Vous tombez sur des cheveux de la même couleur que les siens sortant d'un sac poubelle. En un instant, l'angoisse saisit l'homme. L'horreur possible de la situation le frappe de plein fouet. Les pires craintes de ce père de famille prennent brutalement des airs de réalité dans son esprit. Il recule sous le choc et quitte précipitamment la buanderie puis la maison. Il sort par le garage en criant. Il interpelle un passant dans la rue. Submergé par l'émotion, il peut à peine articuler ses mots. Son évidente détresse interpelle fortement son interlocuteur qui comprend instinctivement la gravité de la situation. Les habitants de Binningham ne sont pas habitués à ce genre de scène. Dans cette banlieue paisible où tout le monde se connaît plus ou moins, les drames familiaux de cette ampleur sont pratiquement inexistants. L'appel aux autorités est passé à 21h47 exactement. Très peu de temps après, les forces de l'ordre investissent la propriété. Marc est immédiatement placé en garde à vue. Les officiers se dirigent vers la buanderie. Guidés par les indications du père traumatisé, ce qu'ils y découvrent dépasse l'entendement. Christina n'a pas simplement été tuée. Son corps a été méticuleusement démembré et découpé en morceaux. Sa tête décapitée se trouve dans un sac. Une partie de ses membres sectionnés se trouve dans les autres. Les enquêteurs bouclent rapidement la maison devenue scène de crime. Un médecin légiste est appelé sur place pour effectuer les premières constatations.
Dans les heures qui suivent, ce qu'il reste du corps de Christina est transporté à l'Institut médico-légal pour être soumis à une autopsie complète. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Bâle, Marc fait face aux enquêteurs. Sa première version est pour le moins surprenante. Il prétend avoir trouvé sa femme déjà morte à son retour au domicile. Il avoue avoir paniqué. C'est pour cette raison qu'il aurait entrepris de faire disparaître le corps. Il y a tout de même 2 points de mesure. Le type trouve sa femme morte et ça le fait paniquer. Par contre, après il la met dans un sac poubelle, mais reste aussi zen qu'un moine bouddhiste. Les enquêteurs n'y croient pas non plus. Cette version tient à peine debout et s'effondre rapidement face aux éléments matériels recueillis. Marc change alors de stratégie en invoquant cette fois la légitime défense. Selon cette seconde version, Christina l'aurait attaqué avec un couteau lors d'une violente altercation. C'est en retournant l'arme contre elle qu'il l'aurait accidentellement tuée. Mais même si elle semble un peu plus crédible, cette nouvelle déclaration s'avère tout aussi peu convaincante. Les enquêteurs continuent en parallèle de fouiller méticuleusement le domicile familial à la recherche d'indices supplémentaires. Dans la buanderie, les techniciens de la police scientifique font d'autres découvertes glaçantes. Une scie sauteuse électrique, un couteau et un sécateur. Des outils qui présentent tous des traces de sang et de tissus humains. Mais le pire reste à venir. Ils trouvent également un mixeur plongeant industriel, lui aussi maculé de bouts de chair. Ils découvrent aussi des produits chimiques ultra corrosifs. C'est à ce stade qu'on réalise l'ampleur de l'horreur. On ne parle plus simplement d'un meurtre, mais d'une tentative visant à effacer méthodiquement toute trace d'un être humain. Ces produits chimiques étant utilisés pour dissoudre de la matière organique, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre à quoi Marc les a utilisés. Les sacs poubelles contenaient donc les restes démembrés de Christina. Mais ce n'était en réalité que le début des révélations sur ce qui s'est passé dans cette charmante petite maison de banlieue. Au fil des interrogatoires, les versions de Marc continuent d'évoluer. On sent qu'il essaie de s'adapter aux éléments que les enquêteurs lui présentent. Tout en conservant sa ligne de défense, il maintient n'avoir jamais eu l'intention de tuer Christina. Soit il l'aurait trouvée déjà morte, soit il aurait agi en état de légitime défense. Des versions très peu crédibles qui nous amènent à nous demander comment son épouse a réellement trouvé la mort. La vérité anatomique ne ment jamais. C'est le rapport d'autopsie qui apporte les réponses les plus claires à cette question cruciale. Les conclusions du médecin légiste sont sans équivoque et contredisent frontalement les allégations de Marc. Christina est décédée par strangulation. Son cou présente des marques caractéristiques d'une compression manuelle prolongée, des ecchymoses profondes, une fracture de l'os hyoïde et des pétéchies visibles dans les conjonctives, une strangulation qui n'a de plus pas été rapide. Les analyses des tissus révèlent que la pression exercée sur la trachée et sur l'artère carotide de la victime a été maintenue pendant au moins 3 à 4 minutes. Un temps qui peut paraître court lorsqu'on le lit, mais qui, dans la réalité de l'acte, représente une éternité. Cela prouve la détermination implacable de l'agresseur. Christina a probablement perdu connaissance après les 30 premières secondes environ. Mais la compression a été maintenue bien au-delà afin de s'assurer qu'elle soit morte. Aucune de ces blessures n'est compatible avec un coup de couteau ou une quelconque forme de légitime défense. Plus troublant encore, l'examen révèle que le corps de Christina présentait des signes antérieurs de traumatisme contondant. Des hématomes à différents stades de résorption indiquent des violences répétées dans les jours et les semaines précédant le meurtre. Ce rapport confirme tragiquement les témoignages des proches de Christina concernant les violences conjugales qu'elle subissait. Ces marques de coups antérieurs s'accordent parfaitement avec un incident documenté le 22 juillet 2023. 7 mois avant la mort de la victime, les forces de l'ordre avaient déjà été appelées au domicile du couple. Les agents avaient alors constaté des marques de strangulation sur le cou de Christina. Ces traces avaient été photographiées et classées comme preuve de violence conjugale. Mais la mère de famille avait alors minimisé l'incident. Elle expliquait aux officiers qu'il s'agissait d'une simple dispute qui avait dégénéré. Elle ne souhaitait pas déposer plainte. Le rapport de police mentionnait également que Marc était resté calme et courtois durant toute l'intervention. Il contestait la version selon laquelle il aurait été violent. Les policiers avaient alors fourni des informations sur les structures d'aide aux victimes de violences conjugales à Christina, mais sans suite judiciaire, l'affaire avait été classée.
Aujourd'hui, on connaît malheureusement la fin de cette histoire. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Le rapport du médecin légiste détaille aussi, avec une précision clinique, le traitement infligé au corps de Christina après son décès. Des constats qui expliquent la présence des outils et des objets retrouvés dans la buanderie. La mère de famille de 38 ans a en réalité été démembrée dans cette même pièce avec la scie sauteuse, le couteau et le sécateur. Plusieurs parties de son corps ont été hachées avec le mixeur plongeant. Une fois mixées, elles ont été dissoutes grâce aux produits chimiques découverts dans la maison. Ce produit, identifié par les experts comme étant de l'acide chlorhydrique à forte concentration, est normalement utilisé pour déboucher les canalisations particulièrement obstruées. Marc en avait acheté 3 bidons de 5 litres dans une quincaillerie industrielle 2 semaines avant le meurtre. L'historique de ces achats en ligne révèle également l'acquisition du mixeur industriel, commandé 1 mois auparavant sur un site spécialisé en équipements de restauration professionnelle. Des objets que Christina a dû voir arriver chez elle sans se douter une seule seconde de leur utilisation future. Certaines sources évoquent de même un détail particulièrement macabre. L'utérus de Christina aurait été spécifiquement retiré et détruit, un acte interprété comme l'expression d'une haine profonde envers les femmes. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont également saisi le téléphone portable de Marc. L'analyse des données de navigation révèle un élément des plus accablants. Pendant qu'il démembrait Christina, l'homme regardait des vidéos sur YouTube. Encore une fois, tout cela ne cadre absolument pas avec l'image que le suspect essaie de donner, à savoir celle de quelqu'un qui aurait perdu le contrôle ou qui aurait agi en état de légitime défense. Pour avoir pris le temps de regarder des vidéos sur YouTube pendant qu'il faisait ce qu'il était en train de faire, il devait au contraire être dans la maîtrise totale de ses émotions. Selon l'analyse psychologique versée au dossier, le comportement du suspect témoigne d'une volonté massive de recourir à la violence. Il a également été noté la présence chez lui de traits sadiques et psychopathiques. Lors d'une reconstitution du crime organisée au mois de mars, Marc finit par admettre avoir tué Christina. Mais il maintient qu'il a agi sous le coup de la légitime défense malgré l'accumulation de preuves indiquant qu'il ment. Le rapport médico-légal contredit totalement les versions qu'il a avancées. Il révèle un acte d'une froide méthodologie. Tout cela soulève des questions encore plus troublantes. Comment un homme peut-il dîner tranquillement avec ses beaux-parents alors que le corps démembré de sa femme se trouve à quelques mètres dans la buanderie? Comment peut-il border ses enfants, leur lire une histoire et leur souhaiter bonne nuit alors qu'il a tué leur mère de ses mains quelques heures plus tôt? C'est assez dérangeant quand on y pense. S'il n'a pas répondu aux appels du personnel de la garderie, c'est probablement parce qu'il était encore en train de nettoyer la scène de crime. Pendant que les parents de Christina s'inquiétaient, Marc faisait mine de rien. Il préparait le repas et parlait totalement normalement. C'est peut-être le mystère le plus troublant de toute cette affaire. Non pas tant les circonstances du meurtre en lui-même, mais la personnalité de son auteur. Durant toute la soirée du 13 février, Marc a joué la comédie. Il a même laissé ses filles s'amuser dans leur salle de jeu à proximité immédiate de la buanderie. Cette capacité à compartimenter et à dissocier complètement ses actes monstrueux de son comportement social témoigne d'une personnalité profondément troublée. Comme beaucoup de victimes, Christina était en réalité mariée sans le savoir à un tueur en devenir. Les experts ont détecté chez Marc un niveau d'énergie criminelle sensiblement élevé et un manque d'empathie après avoir tué sa femme. Cependant, ces traits de personnalité ne sont pas apparus soudainement. L'enquête révèle que Marc avait manifesté des comportements violents à plusieurs reprises par le passé, et pas seulement à l'égard de Christina. Il avait déjà blessé l'une de ses précédentes partenaires. Cette femme a d'ailleurs témoigné, au cours d'une audience, pour parler de tout ce que Marc lui avait fait subir durant leur relation qui a directement précédé celle qu'il a eue avec Christina. Lorsqu'elle était en couple avec Marc, ses crises de colère étaient fréquentes. Il lui aurait même roulé sur le pied avec sa voiture, puis l'aurait menacé de la jeter hors du véhicule. Une autre fois, alors qu'il conduisait, il aurait freiné brusquement, faisant en sorte qu'elle se cogne violemment la tête contre le tableau de bord. Marc a de toute évidence toujours été dangereux. La question qui se pose dès lors, c'est comment un tel profil psychologique a-t-il pu passer inaperçu pendant si longtemps? Une partie de la réponse réside dans le statut social et familial de l'accusé. Comme je vous l'ai dit au début,
Il est issu d'une famille fortunée et influente. Il a toujours bénéficié d'une image publique soigneusement entretenue. Homme d'affaires et entrepreneur respecté, mari d'une ancienne reine de beauté avec qui il vivait une belle idylle, père aimant de 2 filles, il incarnait à première vue la réussite sociale parfaite. C'est un peu comme à chaque fois qu'un crime est commis. Les journalistes interrogent les voisins qui répondent systématiquement que le tueur était à leurs yeux quelqu'un de normal. En réalité, les apparences sont souvent trompeuses. Les monstres les plus dangereux sont généralement ceux qui se fondent le mieux dans le décor. Mark est apparemment très doué quand il s'agit de faire semblant. Les proches de Christina craignent qu'il continue de tromper son monde en prison. Ils redoutent qu'il revête le costume du prisonnier modèle dans le seul but d'obtenir au plus vite sa liberté conditionnelle. Cette capacité à maintenir une façade de normalité, cette dualité entre l'image publique et les actes privés, sont caractéristiques de certains profils psychopathiques. Comme souvent dans ce genre de cas, les violences n'ont pas eu lieu dès le début de leur relation. Le mariage de Mark et Christina a apparemment commencé à traverser des turbulences après la naissance de leurs enfants. Dès que leurs filles ont vu le jour, l'homme s'est montré de plus en plus irrespectueux envers son épouse, par ses gestes, ses paroles et même le ton qu'il employait. Tant de signes annonciateurs du pire qui, avec le recul, auraient peut-être dû être pris plus au sérieux, mais l'enquête révèle également un autre motif potentiel aussi troublant qu'inattendu. Selon les témoignages recueillis, Mark était obsédé par ses 2 filles. Non pas qu'il ait jamais manifesté d'intention de leur nuire, bien au contraire. Son obsession paternelle aurait atteint un point où il aurait tout simplement souhaité écarter leur mère de l'équation familiale. Les proches de Christina évoquent un autre élément préoccupant. Elle aurait tenté à plusieurs reprises de quitter Mark, mais elle aurait été retenue par la crainte des répercussions et par l'influence considérable de la famille de son mari. C'est malheureusement souvent le cas. Dans les affaires de violence conjugale, les victimes ont peur de partir. Elles savent que si elles le font, elles se mettent potentiellement en danger encore plus grand. Christina était probablement coincée dans ce cycle infernal. La dynamique qui se dessine est celle d'un contrôle coercitif progressif aboutissant finalement à l'acte ultime d'appropriation. Si Mark ne pouvait pas contrôler sa femme comme il le souhaitait, alors il ne laisserait à personne la possibilité de pouvoir le faire un jour. En septembre 2024, le tribunal fédéral de Lausanne rejette la demande de remise en liberté de l'accusé. Les juges estiment les risques de récidive et de fuite trop importants. Le procès de Mark est toujours en cours. Il encourt théoriquement jusqu'à 20 ans de prison si sa culpabilité pour meurtre avec préméditation est établie. Cependant, certains proches de Christina s'inquiètent de la relative clémence du système judiciaire suisse. C'est en effet un pays peu habitué à traiter ce genre de crime. Si le meurtre n'est pas qualifié de prémédité, la peine de prison pourrait s'en retrouver considérablement réduite. S'il était à nouveau libre dans quelques années, qui pourrait garantir que ce qui est arrivé à Christina n'arrivera pas à une autre? Difficile de ne pas partager cette inquiétude quand on connaît le taux de récidive dans ce genre d'affaires. Les auteurs de ces atrocités ne changent généralement pas. Ils trouvent juste de nouvelles victimes. Cette histoire tragique soulève des questions profondes sur notre perception des violences conjugales, sur notre capacité collective à identifier les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Derrière l'image du couple parfait et les sourires affichés sur les photos de famille et les réseaux sociaux se cachait une réalité bien plus sombre. Christina en avait parlé à son entourage. Des signalements avaient été faits à la police, mais ces appels à l'aide n'ont malheureusement pas suffi à prévenir l'issue fatale. Si vous êtes une femme victime de violences conjugales ou que l'une de vos proches se trouve dans cette situation, vous pouvez contacter le 3919. C'est un numéro d'écoute et d'information gratuit. Vous pouvez aussi dialoguer en ligne et en direct avec des agents de police. Ils vous guideront dans toutes les démarches liées aux violences conjugales, sexuelles ou sexistes sur le site de la PNAV. Que vous soyez un homme ou une femme, je vous laisse le lien en description. Notez que la PNAV et le 3919 ne sont pas utilisés en cas d'urgence. En cas de danger immédiat, il faut appeler le 17 ou le 112. Mise à jour de l'affaire. Depuis la rédaction initiale de ce récit, Mark Ribben demeure en détention provisoire. Sa demande de libération a été rejetée par le tribunal fédéral de Lausanne en septembre 2024.
Les autorités considèrent qu'il présente un risque de récidive élevé et un danger pour la société. L'instruction judiciaire se poursuit et le procès n'a toujours pas eu lieu à ce jour. Une bataille pour la garde des 2 fillettes oppose actuellement la famille de Christina à celle de Mark Ribben. Les enfants se trouvent pour l'instant sous la garde des parents et de la sœur de Christina. Mais la famille Ribben, disposant de moyens financiers considérables et de connexions politiques, a engagé des avocats de renom pour tenter d'obtenir la garde. Cette situation suscite une vive émotion en Suisse et au-delà. Le nom réel de Mark Ribben a été révélé par la presse internationale. Certains médias suisses avaient initialement utilisé un pseudonyme pour protéger son identité. Mais cette pratique a été dénoncée comme une tentative de dissimuler l'ampleur du féminicide. L'affaire Kristina Joksimovic a relancé le débat sur la prise en charge des victimes de violences conjugales en Suisse. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer des réformes du système judiciaire. Continuer, notamment un meilleur suivi des signalements et des mesures de protection plus efficaces. Le procès de Mark Ribben est attendu avec une attention considérable. Il pourrait constituer un tournant dans la manière dont la justice suisse traite les cas de féminicides aggravés. L'espoir des proches de Christina est que cette tragédie serve au moins à éviter que d'autres femmes connaissent le même sort. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Vos réactions et vos réflexions sont importantes. Je vous dis au revoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.